Et je ne comprends pas ceux qui disent, comme Emmanuel Todd, qui annonçait, qui a fait un pronostic, il n'est pas le seul sur l'Union soviétique, qui s'est avéré juste. Je l'avais fait, d'autres aussi. Mais il en a fait beaucoup de faux, le camarade Todd, hein. Il était partisan d'ailleurs du traité européen hein, en 2015 et je ne sais plus quand. Là. Et il appelait à voter oui au traité constitutionnel et de façon un peu imprudente, pronostiqué le déclin des États-Unis d'Amérique du Nord, alors, qui est évidemment en termes relatifs est vrai, bien sûr, mais outre que euh, au point de vue militaire, le budget du Pentagone, je crois, est équivalent à peu près au budget de tous les autres pays réunis, très en avant de la Chine, bien entendu. Mais avec le traité transatlantique, euh, va être, je dirais, accompli ce qu'on appelle pudiquement un processus de convergence réglementaire, c'est-à-dire au fond l'acceptation par l'Europe des normes et des standards, des techniques si vous voulez, à la fois technologiques et industrielles, qui vont régler les productions européennes. Donc il y a un phénomène de phagocytose qui est assez étonnant. Euh, tout ça pour la défense du consommateur, c'est ce qui est dit. Et quand vous pensez à l'extraterritorialité juridique que les États-Unis sont arrivés à produire, c'est-à-dire au fait que euh, un embargo décidé par le Sénat américain est applicable en dehors des frontières. La, la BNP, par exemple, a été, je crois, euh, soumise, punie par une amende de plusieurs milliards de dollars uniquement pour avoir violé un embargo américain. Tout ça sans que les gouvernements européens, et notamment le gouvernement français, ne pipe mot. Hein. Donc vous voyez à quel point on peut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Amérique du Nord n'est plus le seul pôle de puissance, bien entendu, mais parler d'un monde apolaire n'est pas sérieux. Le monde est peut-être multipolaire, mais moi je constate que le monde aujourd'hui n'a jamais été plus américain et l'Amérique n'a jamais été plus mondialisée. D'ailleurs, c'est vrai que c'est la récompense des États-Unis d'être, je dirais, euh, une nation monde hein, qui héberge, qui accueille toutes les diasporas du monde, mais la rançon ou la contrepartie de cette formidable capacité d'assimilation, de cette admirable capacité d'assimilation, euh, c'est l'américanisation de l'intérieur du reste du monde. Euh, c'est ce qu'on appelle le soft power. Le seul fait de parler de soft power, le seul fait qu'aujourd'hui on utilise des mots américains alors qu'il y a 30 ou 40 ans on parlait tout simplement d'hégémonie. Antonio Gramsci parlait d'hégémonie. Monsieur Joseph Nye n'a sans doute pas le quart de la culture de Gramsci, mais aujourd'hui nous pensons dans les termes de Joseph Nye et plus dans les termes de Gramsci, qui était d'ailleurs, je dirais, de filiation grecque et romaine. Hein. Tous les mots étaient les mots utilisés du vocabulaire politique et des relations internationales. Ils ont changé de continent. Ils sont aujourd'hui de frappe anglo-saxonne et nous les utilisons de l'intérieur. Nous pensons le monde à travers les lunettes de M. Huntington et non de Fernand Braudel, de M. Nye et non de M. Gramsci. C'est vraiment euh, ce pouvoir d'investissement par l'intérieur des mentalités, comme du droit d'ailleurs, ou comme des technologies, c'est vraiment, je dirais, le parachèvement d'une hégémonie. Et si vous ajoutez à cela, last but not least, comme il convient de dire, le fait que la révolution numérique est une révolution américaine, euh,
la langue et dont les normes sont américains, mais on ne le sait même plus d'ailleurs, parce que c'est le propre, le propre d'une hégémonie, c'est qu'on ne regarde pas les lunettes qu'on a sur le nez, puisqu'on voit à travers. Donc, pour que l'Europe retrouve un peu de son autonomie de vol et un peu de sa tradition propre, de sa langue propre, de ses langues propres, et non pas de sa langue unique, pour qu'elle retrouve, si j'ose dire, son ADN, il va falloir travailler dur.